Voilà la coiffure. C'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau webinaire de notre chaîne CEVA Université. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, Mickaël Cron, je suis vétérinaire, responsable technique en cardiologie pour CEVA Santé Animale. Et aujourd'hui, donc, nous allons parler de cardiologie et plus précisément de diurétique. À savoir que les diurétiques ont vraiment une place prépondérante en cardiologie et en médecine vétérinaire. Et sur le marché de la médecine vétérinaire, nous avons la chance aujourd'hui de disposer de deux molécules, le furosémide et le thorazémide. Alors, depuis le lancement de notre thorazémide, Isémide, j'ai régulièrement des échanges avec vous, avec les praticiens, et je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de questions, parfois aussi des inquiétudes, et quelques freins à lever pour utiliser aujourd'hui au mieux cette molécule, et vraiment que tout le monde soit parfaitement à l'aise. Alors c'est pourquoi aujourd'hui on a la chance d'avoir Eric Beaumassy avec nous. Donc Eric, que je présente rapidement, mais je pense que tout le monde connaît, qui est spécialiste en cardiologie et qui est responsable du service cardiologie du CHV Cordeliers, et donc qui va être avec nous aujourd'hui pour répondre à vos principales interrogations sur l'utilisation des diurétiques. Donc bonjour Eric. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Merci de me donner l'opportunité de passer une petite heure ensemble et discuter diurétique. Sujet passionnant, j'adore. Super. Donc, avant de commencer, juste dans un premier temps, sur la droite, vous avez un chat où vous allez pouvoir nous poser toutes vos questions au fur et à mesure de l'intervention. On a à peu près une heure pour y répondre. Et je vois que vous êtes très nombreux aujourd'hui à vous être connectés, donc c'est vraiment un sujet qui vous intéresse beaucoup. On va débuter dans un premier temps avec les réponses aux questions les plus fréquentes, et puis surtout, n'hésitez pas à alimenter au fur et à mesure les autres questions que vous avez, que vous voulez poser à Eric aujourd'hui et qui pourra y répondre, tant que ça reste dans la thématique des diurétiques, donc furosémide et thorazémide sur leur utilisation. Alors, Eric, la première question que j'ai envie de te poser, c'est pour bien comprendre, c'est aujourd'hui en cardiologie, c'est savoir quand est-ce qu'on utilise vraiment un diurétique, quand est-ce qu'on a besoin en médecine vétérinaire d'utiliser un diurétique, et puis puisqu'on parle de ces molécules, quelles sont les différences fondamentales entre le furosémide et le thorazémide? D'accord. Bien sûr, c'est des questions spontanées, hein, vous l'aurez tous, tous noté, on ne les a pas du tout préparées. Donc, quand peut-on utiliser et quand utilise-t-on des diurétiques? Eh bien, en cardiologie, essentiellement lorsqu'il y a une insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque se définit actuellement, elle a de nombreuses définitions, mais actuellement, celle qui est retenue, c'est celle-ci. Il s'agit d'un syndrome complexe qui est dû à une baisse du débit cardiaque et ou une augmentation des pressions intracardiaques, puis des pressions veineuses, résultant d'une altération cardiaque structurelle et ou fonctionnelle. Alors, on va distinguer une insuffisance cardiaque congestive, qui est une insuffisance cardiaque d'amont, par augmentation des pressions veineuses systémiques ou pulmonaires, et une insuffisance cardiaque de bas débit, c'est-à-dire une insuffisance cardiaque d'aval ou circulatoire, par diminution du débit aortique ou du débit artériel pulmonaire. Et selon que l'on aura affaire à une insuffisance cardiaque congestive en amont ou une insuffisance cardiaque d'aval de bas débit, eh bien, les manifestations sont un petit peu différentes. On va parler d'insuffisance cardiaque congestive gauche avec des manifestations et des symptômes qui seront essentiellement dus à la présence d'un œdème pulmonaire ou secondaire à une cardiopathie droite, donc l'insuffisance cardiaque droite, les symptômes principaux étant de la cite, un épanchement pleural ou un épanchement péricardique. Et où, on va dire. Concernant l'insuffisance cardiaque de bas débit, d'aval ou circulatoire, gauche ou droite, eh bien, les symptômes vont être une intolérance à l'effort, une fatigue, voire une faiblesse, des syncopes, l'hypothymie, c'est-à-dire des syncopes, on pourrait qualifier ça de syncope un peu incomplète, vraiment de syncope incomplète, sans perte de connaissance. Et dans les cas les plus évolués, on peut observer les mycoses qui sont pâles, un poids artériel qui est nettement diminué, et puis des signes d'hypothermie, état de choc, etc. Alors, les diurétiques dont on parle, que ce soit le furosémide ou le thorazémide, donc ce sont des molécules que l'on appelle des diurétiques de Lens, c'est-à-dire qu'ils vont agir par inhibition du cotransporteur
sodium, potassium, chlore au niveau de la branche ascendante de l'anse de Henle. Et ils vont inhiber la réabsorption dans le milieu extracellulaire, puis dans la circulation sanguine. Ils vont inhiber la réabsorption du sodium, du potassium et du chlore, ce qui va augmenter du coup l'excrétion de sodium dans les urines et par là entraîner avec le sodium des molécules d'eau et donc provoquer une diurèse qui va être très rapide et très importante. Concernant le furosémide, voici ses principales caractéristiques. C'est un diurétique qui est d'action rapide, comme le thorazémide d'ailleurs, avec un début d'action selon la voie en intraveineuse de 3 à 5 minutes, par voie orale de 15 à 30 minutes, et un pic d'action par administration intraveineuse de 30 minutes, au bout de 30 minutes, et au bout de 2 heures par voie orale. Ce qui est important de retenir également, c'est le tableau du dessous, c'est-à-dire que le furosémide n'a pas une biodisponibilité de 100%. Elle est environ de 77%, on va dire pour simplifier les choses 80%, et quelle que soit la voie, et cette biodisponibilité n'ira pas tellement au-delà. La demi-vie du furosémide dans l'organisme, elle est de 1 à 2 heures, et sa durée d'action de 6 heures, ce qui fait que logiquement, lorsque l'on regarde ces données pharmacocinétiques, eh bien, le rythme de réadministration, et on le développera plus tard, mais le rythme de réadministration de cette molécule par voie orale chez le chien devrait être en 3 à 4 prises quotidiennes. Alors, jusqu'à très récemment, jusqu'en 2017, puis ensuite 2020 avec une seconde étude, et bien jusqu'à très récemment, il n'existait aucune étude contrôlée sur les diurétiques. À l'époque, il n'y avait bien sûr que le furosémide, les diurétiques de Lens, qui étaient pourtant très largement employés lors d'insuffisance cardiaque chez l'animal, chien et chat, et surtout depuis très longtemps. Les diurétiques sont employés depuis plusieurs dizaines d'années. Et ça prend fin en effet avec la première étude sur le thorazémide, donc qui est l'étude test, qui va comparer le thorazémide avec le furosémide. Et puis en 2020, la seconde étude, donc l'étude Carpodiem, qui concerne aujourd'hui la molécule qu'on appelle donc l'isémine, la molécule dont Michael a parlé, qui est développée par Teva, qui de la même manière va étudier le furosémide versus le thorazémide. Alors, pourquoi s'intéresser au thorazémide? Et pour finir de répondre à ta question, Michael, pourquoi s'intéresser au thorazémide? C'est d'abord pour ses propriétés pharmacocinétiques, qui sont différentes de celles du furosémide. En effet, on a vu que le furosémide, quelle que soit la bonne volonté que l'on peut y mettre, de toute façon, la biodisponibilité ne dépassera pas 80%. Pour le thorazémide, ce que l'on a observé, c'est que la biodisponibilité était maximum de 80, voire 100%, une biodisponibilité supérieure. La demi-vie du thorazémide est supérieure à celle du furosémide, elle est de 8 heures, alors qu'elle est de 1 à 2 heures pour le furosémide, pardon, et la durée de l'effet est de 12 heures versus 6 heures pour le furosémide. Ce qui fait que le furosémide, on l'a vu normalement sur une durée d'effet de 6 heures, s'administre idéalement 3 à 4 fois par jour. Le thorazémide, sur une durée d'effet de 12 heures, s'administre 2 fois par jour. Encore une fois, on développera la raison pour laquelle traditionnellement on met le furosémide que 2 fois par jour et en pratique le thorazémide n'est conseillé qu'une fois par jour. Deuxième avantage du thorazémide, c'est sa puissance diurétique. On s'est aperçu que c'était un diurétique beaucoup plus puissant. Pour autant, c'est la même classe de molécules, il agit de la même manière, mais il est beaucoup plus puissant que le furosémide, entre 10 et 20 fois plus puissant. Et puis, on a d'autres effets que l'on n'appréhende pas très bien encore aujourd'hui chez le chien et le chat, mais qui ont été observés chez les patients humains et chez des animaux. À savoir qu'il apparaîtrait que le thorazémide a des effets également sur le remodelage cardiaque, c'est-à-dire des effets anti-aldostérone. Donc voilà pour essentiellement les caractéristiques de ces molécules. Merci Eric. C'est très clair. Est-ce qu'on a des différences d'efficacité, que ce soit sur le court terme ou le long terme entre ces deux molécules?
Alors, bien entendu, il y a des différentes efficacités et pour s'en convaincre, on va venir au résultat de ces deux études. Alors, ces deux études ont, on va dire, une méthode, un design sensiblement identique et avec des résultats de fait qui sont sensiblement identiques. Même si les critères ne sont pas tout à fait les mêmes, même si les paramètres qui sont utilisés ne sont pas tout à fait les mêmes, on arrive de toute façon au même résultat. Le premier résultat de ces études est de tester la non-infériorité du thorazémide par rapport au furosémide. Ce ne sont pas des études d'efficacité, mais ce sont des études de non-infériorité. Et ce qui ressort, c'est que ce soit dans l'étude test ou dans l'étude carpodième, il apparaît clairement que le thorazémide n'est pas inférieur au furosémide. Donc ça, c'est une première donnée, ce qu'on appelle le critère principal de l'étude, qui est rendu par ces résultats. Deuxième intérêt de ces études, le critère secondaire d'efficacité. Alors, une fois que dans une étude, on a rempli le critère principal, on regarde bien entendu aussi le critère secondaire. Et ce critère secondaire, dans les deux études, est un critère composite consistant en la mort cardiaque spontanée ou par euthanasie et l'aggravation de la classe d'insuffisance cardiaque congestive. Et on s'aperçoit, que ce soit sur l'étude test ou l'étude carpodienne, que le thorazémide est plus efficace sur le critère composite que le furosémide. C'est ce que vous voyez sur les courbes. Alors, je ne sais pas si on voit un pointeur ou pas. Si, je sais pas si on voit mon pointeur. Tu vois mon pointeur, On ne le voit pas, non, on ne voit pas le pointeur. Non, on ne le voit pas. Bon, c'est pas très grave. Sur les deux courbes du haut, vous avez une courbe noire et une courbe grise. La courbe noire qui est en bas et la courbe grise qui est en haut. Eh bien, ça représente en fonction du temps le pourcentage de chiens qui n'ont pas atteint ce critère composite et on s'aperçoit que pour le thorazémide, il y a plus de chiens en pourcentage qui n'atteignent pas ce critère composite. Et de la même manière, on voit cette différence avec les deux courbes du bas. La courbe bleue est plus haute en gros sur ce graphique que la courbe jaune et la courbe bleue concerne le thorazémide et le pourcentage de chiens, donc plus élevé, de chiens qui n'atteignent pas le critère composite. Donc, on a une différence effectivement d'efficacité quand même entre ces deux molécules, considérant le critère composite. Globalement, ce que l'on peut en dire, c'est que le thorazémide, et ça c'est ce qui ressort des deux études, est associé à une diminution de moitié du risque d'atteindre le critère composite, je vous le rappelle, mort cardiaque spontanée ou par euthanasie et aggravation de la classe d'insuffisance cardiaque congestive. Voilà. Ça, ce sont des données très intéressantes et très important qu'on en parle et qu'on le diffuse parce que il est vrai que jusqu'à présent, même si le furosémide n'avait, on va dire, il était utilisé depuis tellement longtemps et son efficacité ne faisait même plus de doute, ce qui fait que la force de l'efficacité se passait de preuves, si vous voulez, pour le furosémide. Et bien là, aujourd'hui, on a des preuves de l'efficacité, de la non-infériorité du thorazémide par rapport au furosémide comme molécule de référence dans les études. Et puis aussi un résultat qui indique que ça diminue de moitié, l'utilisation du thorazémide diminue de moitié le risque mort cardiaque ou spontanée ou par euthanasie et aggravation de la classe d'insuffisance cardiaque. Ok. Du coup, ça remet un peu. C'est vrai que historiquement, on va dire que c'est plus une molécule de dernier recours, le thorazémide, avant qu'il y ait le développement des AMM. Aujourd'hui, ça peut être pas forcément considéré comme une molécule à utiliser systématiquement en première intention, mais en tout cas une molécule utilisable en première intention qui aurait des effets bénéfiques par rapport au furosémide. Oui, tout à fait, tout à fait. On peut considérer le thorazémide en première intention, bien entendu, le furosémide également. Ça n'existe pas le furosémide pour autant, mais c'est vrai qu'on peut considérer le thorazémide en première intention. Tu as raison de dire, historiquement, avant qu'il y ait ces études-là et avant qu'il y ait ces résultats, les pratiques, c'était surtout des habitudes pratiques. Les pratiques étaient que lors d'insuffisance cardiaque débutante ou même évoluée, mais pas gravissime ou pas dans les stades finaux, eh bien, on utilisait plutôt le furosémide. On se gardait le thorazémide un petit peu en molécule de secours et de fin d'évolution de l'insuffisance cardiaque. Il apparaît que, en fonction des cas, et c'est là que c'est intéressant, on va le développer, c'est là que c'est intéressant de discuter et de considérer vraiment les cas individuels, eh bien, on peut utiliser le thorazémide en première intention, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Parfois même, il faut utiliser le thorazémide en première intention, on le verra.
Mais le furosémide reste. Et puis après, on peut jouer aussi avec les deux molécules. On va voir comment on peut les changer de l'une à l'autre, les associer, pourquoi pas, etc. Donc, ce qui est intéressant de retenir, ce qui est important de retenir, c'est que on a la chance, avec le thorazémide en plus du furosémide, de disposer de deux diurétiques qui agissent de la même façon, enfin pas tout à fait au même endroit, la même classe de molécules, mais avec un qui est plus puissant que l'autre et avec un qui a une biodisponibilité qui est supérieure à l'autre, avec des rythmes d'administration qui vont être différents. Et donc, tout l'intérêt va être effectivement d'utiliser en fonction du cas l'ensemble de ces propriétés pour s'adapter au mieux à la situation clinique qui vous est présentée. Ok. Et dans la continuité, parce que c'est vrai puisqu'on parle de diurétique, d'effet d'utilisation aussi sur du long terme, utilisation chronique, même à vie après, puisqu'on est sur un traitement diurétique, et également du thorazémide avec une puissance, une activité plus forte. On entend régulièrement des craintes sur justement la tolérance du thorazémide, sur l'inutilité et d'éventuels effets secondaires sur le long terme. Alors, est-ce qu'il y a des études justement, ou est-ce que... Alors, la tolérance du thorazémide, mais également la tolérance du furosémide, beaucoup. C'est-à-dire que la crainte qu'il y avait, j'aimerais plutôt parler au passé, on va voir pourquoi, mais qu'il y a encore de l'utilisation d'un diurétique de lance lors d'insuffisance cardiaque, elle était pour le furosémide, et puis elle y est pour le thorazémide. Je dirais même probablement plus grande pour le thorazémide, considérant de manière un peu empirique que dans la mesure où c'est plus fort, c'est plus toxique. C'est pas tout à fait le cas et on va le voir. Avant de développer ça, eh bien, je vous ai mis un peu les doses qui sont recommandées à l'heure actuelle par l'ensemble des études et les consensus. Donc, le furosémide a utilisé à la dose de 1 mg kg jour. On peut monter jusqu'à 10 mg kg jour, quelle que soit la voie. Et lorsqu'on souhaite l'utiliser en perfusion continue, les rythmes d'administration et doses recommandées, c'est 1 mg kg/h sur 4 heures, ou si on veut être un petit peu plus lent, le faire sur 6 heures à 0,66 mg kg/h. Quand vous calculez 0,66 x 6, c'est comme si on fait 1 x 4. Donc la dose totale administrée est la même, seulement on la met soit sur 4 heures, soit sur 6 heures. Et le thorazémide, ce qui est recommandé donc, dans le RCP et dans l'AMM, c'est 0,1 mg kg jour à 0,6 mg kg jour par voie orale en une prise quotidienne. Alors, pour parler un petit peu de ces tolérances, concernant le thorazémide, eh bien oui, il y a plusieurs études, vous voyez, qui sont assez récentes. Celle-ci, quand on regarde en haut à gauche, elle date de 2021, qui s'intéresse à la sécurité, d'emploi du thorazémide chez des chiens sains, avec une administration journalière pendant 26 semaines. 26 semaines, ça fait 6 mois, quasiment. Ça fait 6 mois d'administration chez des animaux sains, tous les jours. Et la conclusion de cette étude, c'est qu'à la dose de 0,25 mg par kilo, donc ce qui n'est pas non plus une dose de départ, on a vu qu'on démarrait à 0,1 et qu'on pouvait aller jusqu'à 0,6, donc à 0,25, presque, on va dire, le milieu de la fourchette thérapeutique recommandée. Eh bien, sur l'ensemble des paramètres qui ont été étudiés dans cette étude, eh bien, il n'y a aucun effet, aucun changement, excepté l'effet diurétique. Donc, ça, c'est une étude sur chien sain qui indique qu'effectivement, on peut utiliser le thorazémide même sur le long terme sans effet secondaire particulier. Ce que nous dit l'étude on va dire la partie concernant l'innocuité de l'étude test, c'est que là, pour le coup, il y a une toute petite différence quand même entre les animaux qui ont eu le furosémide et ceux qui ont eu le thorazémide. Il y a moins de stades précoces 1 et 2 dans le groupe thorazémide que dans le groupe furosémide. Donc, il y a 89% dans le groupe thorazémide de stades précoces 1 et 2 versus 94% dans le groupe furosémide. Là, on est sur la classification IRIS. Donc, cette différence de 89 à 94, elle est significative. Les stats donnent ça. Pour autant, vous remarquerez quand même que la très grande majorité des animaux, quelle que soit la molécule, furo ou thora, sont dans des stades IRIS 1 et 2, c'est-à-dire des stades IRIS qui restent des stades de bas grade, de stades IRIS, ce qui fait qu'on peut en conclure globalement que les deux molécules, soit le furosémide ou le thorazémide, en tout cas les résultats de cette étude, n'ont pas
d'effets significatifs, oui, la différence des deux, mais pas d'effets très importants néanmoins, parce qu'on reste quand même sur des stades faibles, sur des stades 1 et 2 de la classification. Cette autre étude du thorazémide chez le chat, hein, alors il n'y a pas encore d'AMM pour le thorazémide chez le chat, néanmoins tout le monde, on l'utilise tous, moi, tous également, qui s'intéresse aux effets pharmacocinétiques et pharmacodynamiques du thorazémide chez des chats sains. Eh bien, on s'aperçoit que concernant la clinique, l'examen clinique, concernant la pression artérielle, concernant le taux plasmatique de créatinine, eh bien, l'utilisation du thorax chez les chats sains ne montre aucune différence particulière. Hein. Il n'y a pas de différence significative entre utiliser ou pas. Alors, la seule chose qui ressort un petit peu, c'est le graphique que vous avez à droite, c'est la concentration en plasmatique en potassium. Vous voyez, hein, pour des doses per os de thorazémide, lorsqu'on va sur des doses qui sont un peu importantes, c'est la ligne grise, de 0,4 mg kg, on a dans les premières heures d'utilisation une baisse assez significative du potassium, mais qui se corrige passé ces premières heures, ces 10 premières heures, cette première journée. Cette baisse est plus importante si on utilise le thorazémide, alors c'est à titre entre guillemets expérimental, parce qu'il n'est pas disponible en intraveineuse, mais à une dose de 0,2 mg kg intraveineuse, effectivement, on a une baisse encore un peu plus importante du potassium, mais qui, de la même manière, finit par rejoindre, là c'est la courbe jaune, qui finit par rejoindre les autres courbes, ce qui indique que oui, il y a un effet sur la kaliémie, ce qui est somme toute logique, parce que c'est le principe même du fonctionnement d'un diurétique de Lens, on l'a vu sur la branche ascendante de Lens de Henle, mais pour autant sur on va dire là sur le court terme, hein, puisqu'on parle d'heures, mais après sur le moyen long terme, on n'observe pas, en tout cas chez le chassin, à des doses parfois même importantes de thorazémide, on n'observe pas d'effet significatif sur la fonction rénale et sur les ions. Enfin, cette étude qui s'intéresse à la tolérance du thorazémide, là, on n'est pas sur des animaux sains, mais on est toujours sur des chats qui sont insuffisants cardiaques. Alors, il est vrai que c'est une étude qui est rétrospective sur 21 cas, mais pour autant, elle est intéressante. Eh bien, on s'aperçoit que l'utilisation du thorazémide chez les animaux, chez les chats qui ont une insuffisance cardiaque, eh bien, versus pas de thorazémide, versus du furosémide, pardon, eh bien, il n'y a pas de différence sur la mortalité, c'est la courbe que l'on voit à droite, et il n'y a pas non plus de différence significative entre le premier jour et puis 7 à 15 jours après administration sur la concentration sérique de créatinine. Donc, oui, pour répondre à ta question, Michael, oui, le thorazémide est une molécule qui est sûre d'utilisation. Bien sûr qu'on observe un certain nombre d'effets, mais ce sont des effets qui, en l'absence d'insuffisance rénale préexistante, hein, bien sûr, hein, ou même chez des animaux sains, mais même lorsqu'ils sont malades, en l'absence d'insuffisance rénale préexistante, eh bien, ne présentent pas de danger particulier d'administration chez ces animaux insuffisants cardiaques. Ok, merci Eric, moi c'est bien clair. Peut-être pour revenir sur une question fréquente sur la posologie à laquelle utiliser le thorazémide de manière pratique, c'est vrai qu'il y a les recommandations IVIM d'un côté où on a une plage de dose de 0,1 à 0,6 mg par kilo. Nous, on a un RCP qui est un peu plus précis, mais qui revient au même, hein, puisqu'on a un premier niveau de dose de 0,13 à 0,25, et après, où on augmente de 0,26 à 0,4 sur un œdème pulmonaire plus important. Comment, toi, concrètement, tu choisis la dose sur un chien cardiaque avec œdème pulmonaire? C'est quoi tes critères de choix pour Alors, c'est une question, peut-être on a d'autres derrière, mais c'est une question qui en appelle plein d'autres. Oui. Voilà, qui en appelle plein d'autres. Et c'est des questions qu'on nous pose assez régulièrement. Donc, j'ai essayé de les prendre les unes après les autres. Ça, sur la diapositive que vous voyez, c'est l'essentiel des questions qu'on pose. Donc, on a déjà répondu. Hein, le furosémide, est-ce qu'il a toujours un intérêt et toujours en première intention? La réponse est oui. Après, oui. Est-ce que le thorazémide peut être utilisé en première intention? La réponse est oui.
Alors, je vais vous donner deux cas simples. On va prendre le cas d'un cavalier King Charles que l'on découvre passer du stade B2 au stade C. Donc, il n'a pas un œdème pulmonaire aigu, il n'arrive pas à 3 heures du matin gueule ouverte, il a des lésions mitrales qui ne sont pas si évoluées que ça. Bref, c'est un début de stade C. Il vient de passer du stade B2 au stade C, la classification AXIM. On peut se contenter, dans ce cas, du furosémide en première intention. On va se mettre entre 1 et 2 mg kg jour. Et puis, pour stabiliser la décompensation de l'insuffisance cardiaque. À l'inverse, on va prendre un chat qui arrive en urgence parce qu'il a entre 200 et 300 ml d'épanchement pleural dans le thorax, l'oreille cardiaque. On observe qu'il a une cardiomyopathie, peu importe le type, mais une cardiomyopathie qui est très évoluée, l'oreillette gauche est extrêmement dilatée. Ce chat va pouvoir bénéficier, on va dire, du thorazémide en première intention et idéalement, dans ce genre de cas, après ponction de l'épanchement pour soulager le plus rapidement possible. Alors, quelle est la différence entre les deux? Si ce n'est que d'un côté c'est un chien, l'autre c'est un chat, c'est la sévérité, on va dire, de l'insuffisance cardiaque et la sévérité des signes cliniques. Il est vrai qu'on pourrait, chez le cavalier King Charles, directement mettre du thorazémide aussi. Est-ce que c'est pas un petit peu excessif, un petit peu trop fort? Le furosémide peut suffire sur un diurétique qui est moins puissant d'action que le thorazémide. À l'inverse, sur le chat, est-ce que le furosémide va être suffisant en puissance diurétique dans ce cas où on a une insuffisance cardiaque qui est vraiment très évoluée et avec des lésions cardiaques, une évolution de la maladie également qui est assez avancée. Voilà, ça c'est un premier élément de réponse. Donc, c'est vraiment l'évaluation de l'animal, du stade de l'insuffisance cardiaque, de l'importance de l'insuffisance cardiaque, du contexte clinique dans lequel est amené l'animal, qui va nous permettre de décider si on est plutôt sur du furosémide en première intention ou plutôt sur du thorazémide. Donc ça, c'est les premiers éléments de réponse. Deuxième élément de réponse. Que faire lorsque le furosémide se révèle inefficace à des doses élevées? Donc, ça, c'est intéressant parce que ça amène la question en dessous. On va switcher au thorazémide. C'est une idée intéressante. On est sur du furosémide. On va reprendre le cas de notre cavalier King Charles, si vous voulez. Et puis, son insuffisance cardiaque évolue. Il refait 2-3 alertes ou une crise ou deux conjectives. Donc, il redécompense, puis on restabilise, etc. On fait ça comment? En augmentant la dose de furosémide avec le temps. Et puis, on va arriver à un moment donné, peut-être à une dose, on va être 8, 7, 8, 9 mg kg jour de furosémide et on n'arrive pas à stabiliser ce chiffre. Et bien là, il va falloir se poser la question de passer du furosémide au thorazémide, et on va voir comment, et se poser la question de la raison pour laquelle le furosémide à cette dose-là n'est plus efficace. Alors, on pourrait se dire, je suis à 8 mg kg, c'est plus efficace, je vais monter à 10, puis à 12, puis à 15. On n'est pas sûr du tout que cela va être efficace. Pourquoi? Parce que avec le furosémide, il y a un phénomène qui s'appelle le phénomène d'accoutumance, qui fait qu'avec le temps et l'utilisation sur le temps de cette molécule, eh bien, la biodisponibilité, qui de toute façon était au maximum de 80%, va avoir tendance à diminuer. Un petit aparté, et là on est Péros, un petit aparté, ça vous explique pourquoi parfois de passer à une voie Péros à des injections de furosémide est plus efficace, en tout cas temporairement, pour éviter ça, simplement parce que on change de voie et disons que la biodisponibilité se modifie également entre la voie Péros et la voie injectable, sous-cutanée là en l'occurrence. Mais voilà, on va imaginer que la biodisponibilité du furosémide a diminué. C'est pour ça qu'à des doses importantes administrées Péros, on a moins d'effets. Et c'est pour ça qu'on peut se retrouver dans la situation où à des doses élevées, eh bien, ça n'est plus efficace, moins ou plus efficace. Dans ce cas, on va switcher, on va remplacer le furosémide par le thorazémide. Le thorazémide qui a l'intérêt, on l'a dit, de ne pas avoir, et on ne l'a pas observé encore jusqu'à présent, d'abord une biodisponibilité supérieure et on n'a pas observé d'effet d'accoutumance avec le thorazémide sur le long terme pour le moment. On ne sait pas pourquoi, mais il semble qu'il n'y a pas d'effet d'accoutumance avec le thorazémide. Alors quand on passe du furosémide au thorazémide, comment est-ce qu'on fait? On va reprendre cet exemple, vous êtes à 8 mg kg,
jour de furosémide et ça n'est plus efficace. Imaginons que on fasse un rapport 1 sur 20. On se dit, je suis à 8 mg kilo. Si je fais mon rapport 1 sur 20 en dose équivalente, je vais être à 0,4 mg kilo de thorazine. Alors, pour moi, 0,4, quand j'interroge sur ces petits calculs, pour moi, 0,4 est un petit peu trop. Dans ce cas, on se dit, bon, bah, ok, c'est pas 0,4, alors 0,1, ça va peut-être pas être suffisant, on va se mettre à 0,2, 0,3, pourquoi pas. Alors, tout ça, on tâtonne. Il y a une manière qui est, allez, on va dire semi-empirique, éventuellement, de réfléchir, c'est de se dire que à 8 mg kilo jour de furo, si c'est plus efficace, c'est que j'ai un phénomène d'accoutumance. Phénomène d'accoutumance, imaginons qu'il va me faire diminuer la biodisponibilité de 80% à 50%. Donc, à 8 mg kilo, on peut considérer que l'animal reçoit, entre guillemets, on va être strict, 4 mg kilo. Il n'y a que 4 mg kilo de furo qui vont être effectifs. Si je me mets à un vingtième de ça, j'arrive à une dose équivalente raisonnable de 0,2 mg kilo. Donc, un chien qui est dans cette situation, voilà de quelle manière moi je réalise le calcul. Il me donne une dose de 0,2 mg kg quand je switch du furosémide au thorazémide. Hein, si on était à 10 mg kg, fois divisé par 2, ça ferait 5, pardon. Un vingtième, ça ferait 0,25. Donc en gros, voilà, sur des doses élevées de furosémide, on peut dire que lorsqu'on fait un switch, on va se placer entre 0,2 et 0,3 pour commencer sur les premières doses de thorazémide. Si vous voulez être tranquille, sur des doses comme ça, mettez-vous à 0,3 de thorazémide. Alors 0,4, comme on l'a vu tout à l'heure, ça va être efficace, c'est évident, mais c'est peut-être encore un peu trop élevé. Et puis après, on va suivre un petit peu les mêmes schémas de traitement insuffisant, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'éventuellement l'insuffisance cardiaque évolue, eh bien, on va augmenter progressivement les doses de thorazémide. Ensuite, je pose la question qu'à un moment donné, on s'aperçoit que même à des doses élevées et ou de furosémide et ou de thorazémide, administrées comme c'est recommandé, c'est-à-dire pour le furo 2 fois par jour et pour le thora 1 fois par jour, eh bien parfois ça n'est plus suffisant. Est-ce que je peux donner du furosémide 3 ou 4 fois par jour et est-ce que je peux donner du thorazémide 2 fois par jour? La réponse est oui. On l'a sur les premières diapositives parce que on a vu que la durée d'action du furo c'est 6 heures, donc en théorie c'est 3 à 4 prises quotidiennes qu'il faudrait, et que la durée du thora c'est de 12 heures, donc en théorie ce serait 2 prises par jour qu'il faudrait. Alors pourquoi est-ce que on recommande juste 2 fois par jour pour le furo et juste 1 fois par jour pour le thora? C'est parce que eh bien, sur la majorité des cas, il s'avère qu'il est suffisant de donner toutes les 12 heures pour le furosémide et toutes les 24 heures pour le thorazémide. Mais ça ne veut pas dire que ça empêche que l'on suive effectivement plus de plus près les durées d'action sur les 24 heures. Donc oui, si on a besoin, par exemple, d'un chien qui a du furosémide matin et soir, et si on pense qu'il a besoin d'une dose supplémentaire le midi, c'est possible. Et si on a un chien qui a du thorazémide que le matin, mettons, 1 fois par jour, et puis qu'avec l'évolution de l'insuffisance cardiaque, on s'aperçoit que le soir, il aurait besoin d'une petite dose de diurétique en plus. Vous savez, ce sont ces chiens où les propriétaires vous disent, bon, bah, la journée, il est bien, etc. Par contre, quand arrive le soir, c'est vrai qu'il est un petit peu plus fatigué, il respire un petit peu plus vite encore, il se remet éventuellement à tousser, et puis, alors qu'il dormait bien, il a eu, là, cette dernière semaine, 2-3 nuits un petit peu agitées. Ce sont des chiens, vous pouvez imaginer qu'ils ont besoin d'avoir une deuxième dose, une deuxième prise de diurétique le soir pour passer la soirée, pour passer la nuit. Donc voilà un petit peu comment on peut faire. Et enfin, est-ce qu'on peut associer furosémide et thorazémide? Typiquement sur ce dernier exemple, la réponse est oui. Imaginons que vous avez ce chien qui reçoit du thorazémide le matin, et puis les propriétaires vous rapportent qu'il a besoin, que voilà, le soir, il est un petit peu plus anxieux, il respire un peu plus vite, il est plus fatigué, etc. Soit vous faites thorazémide matin et soir, direct vous donnez le thorazémide le soir, soit vous donnez le thorazémide le matin et éventuellement une dose de furosémide le soir, 2 mg kg, voilà, une prise de furosémide le soir. Puis vous voyez ce que ça donne. Puis parfois ça peut suffire pour aller un petit peu plus loin. Si c'est pas encore suffisant au bout d'un moment de nouveau, eh ben vous faites thorazémide le matin et vous changez de furo pour le thorazémide le soir.
Et puis, vous pouvez augmenter la dose du matin aussi si vous le souhaitez. Et puis, vous pouvez faire thorazémide le matin, furosémide le midi, furosémide le soir, thorazémide le matin, furosémide le midi, thorazémide le soir, etc., etc. Voilà. Donc, vous pouvez décliner, non pas à l'infini, mais un petit peu comme bon vous semblera, l'articulation, en tout cas le schéma thérapeutique de ces deux diurétiques pour répondre au mieux et coller au mieux à l'insuffisance cardiaque, à la situation clinique et à l'évolution justement de l'insuffisance cardiaque chez l'animal concerné. Ok. On voit que tu as l'habitude en tout cas d'utiliser ces molécules-là, mais ce qui ressort beaucoup, c'est quand même la souplesse d'utilisation qu'on peut avoir sur l'utilisation des diurétiques. Et je pense Ah bah que c'est très confortable d'en avoir deux. Hein, et puis bon, le dites pas autour de vous, le dites pas autour de vous parce que mais on s'amuse un peu aussi entre guillemets avec ces molécules, c'est-à-dire que c'est tout l'intérêt, de réfléchir à un traitement, de suivre un animal, de réfléchir à un traitement. Et c'est là tout notre rôle de thérapeute que de s'adapter au mieux à la situation. Et le fait d'avoir ce choix et de réfléchir à ce choix, et puis c'est extrêmement satisfaisant. C'est extrêmement satisfaisant à une époque auparavant où on se sentait coincé, même à des doses élevées de furosémide, même quand on le mettait parfois 2, 3 fois par jour, etc., où ça allait pas mieux. C'est vrai qu'avec le thorazémide en plus et avec toutes les, toutes les variantes que l'on peut faire, intratora ou thorafuro, sur 24 heures, c'est très satisfaisant de voir des animaux qui sont encore et encore et encore améliorés, restabilisés, qui vont encore et encore et encore plus loin. Ça, il y a vraiment, il y a vraiment une satisfaction à ça qui est très très grande. et cette souplesse, tu l'as également hein, sur une sortie d'hospi, le relais furosémide injectable vers du thorazémide, tu peux le Bien faire sûr. Ah ouais, ouais, tout tout à fait. autant. Ouais, ouais, Hein, tout à fait. Ah bah oui, parce que typiquement le chat dont je te parlais, quand je te disais, il reçoit du thorazémide, ben c'est voilà, si tu l'hospitalises 48 heures, c'est à la sortie qu'il reçoit ça. Mais en hospitalisation, bien sûr qu'il a, souvent ils n'ont pas que de l'épanchement d'ailleurs, ils ont de l'œdème qui est associé. Il faut résorber cet œdème et ils reçoivent soit des bolus qui sont suffisants, soit des perfusions continues de furosémide. Et en sortant, je pense, voilà, il y a certains animaux, les chats beaucoup, hein, simplement parce que quand ils arrivent, souvent l'insuffisance cardiaque est évoluée déjà, alors même qu'elle est passée inaperçue jusque-là. Ils ressortent très souvent avec du thorazémide, bien sûr. Et oui, si voilà, j'ai une question sur si tu peux donner un bon moyen de suivre justement ou d'évaluer l'efficacité du traitement diurétique sur un chien cardiaque. Ah bah c'est le contrôle des signes congestifs. C'est le bon contrôle des signes congestifs, le contrôle de l'œdème. Sur un chien, alors comment est-ce qu'on contrôle ça de manière simple? Alors de manière clinique, on va dire, de manière à la clinique, excusez-moi. Eh bien, c'est idéalement une radiographie thoracique. C'est la radio thoracique qui permet de voir si on a un œdème qui se résorbe ou pas. Échographie également, écho-TFAS, hein, échographie TFAS, lorsque l'on a ce qu'on appelle des lignes B hein, qui sont nettement visibles lorsqu'il y a un œdème aigu important et puis que les lignes B disparaissent, donc c'est qu'on a un contrôle de l'œdème. Et puis, sinon, la mesure de la fréquence respiratoire. Et ça, c'est le moyen le plus simple et c'est le moyen même qui se réalise au domicile du propriétaire par la mesure de la fréquence respiratoire alors, ça a d'abord été étudié chez le chien, mais les résultats sont identiques chez le chat. On va considérer que pour un animal qui est au repos, et on entend par repos un animal qui dort hein, pendant le sommeil, sa fréquence respiratoire lorsqu'il n'y a pas d'œdème, elle est inférieure à 30 mouvements par minute. Et lorsqu'il y a un œdème, elle est au-delà de 40. Hein, de manière quasi sûre, on a des sensibilités, des spécificités sur cette valeur de 40 qui sont élevées, qui sont à 92 et 94% respectivement selon une étude. Donc, on est quasiment sûr qu'au-delà de 40 mouvements par minute pendant que le chien dort, et c'est pareil chez le chat. Alors, c'est un sommeil calme, hein, c'est pas pendant qu'il fasse l'excitation du sommeil, mais pendant qu'il dort. Au-delà de 40, on est quasiment sûr qu'il y a un œdème du poumon. En dessous de 30, on est quasiment sûr qu'il n'y en a pas. Entre les deux, 30 et 40, c'est une sorte de zone grise, on l'appelle ainsi, pendant laquelle on surveille. Si on a un pic, si on a une mesure, on a un animal qui est en permanence entre 25 et 30, et puis on a une mesure qui est à 35 un jour, et puis le lendemain, ça redescend à 25. Un artefact, il ne faut pas forcément en tenir compte. Par contre, si sur plusieurs mesures consécutives,
qu'on réalise soit que le propriétaire, en l'occurrence, réalise soit tous les jours, soit tous les 2 jours, etc. On est à 25, puis on monte à 28, puis à 32, puis à 34, puis c'est qu'il est en train de se passer quelque chose. Si on a une courbe qui est ascendante comme ça, c'est qu'il se passe quelque chose. Il est en train de développer un œdème du poumon, ce qui permet d'alerter le propriétaire, de vous téléphoner, ou mieux, il utilise des applis maintenant sur les smartphones, donc il faut leur expliquer le fonctionnement, c'est très simple. Il vous envoie même un mail directement de l'appli avec la courbe, et là, c'est vous qui recevez ce mail, ces données, et qui recontactez votre propriétaire après l'examen de cette courbe. Okay. Une question que j'ai aussi de temps en temps sur l'utilisation de diurétiques, c'est est-ce que quand je cherche la dose minimale efficace, je peux chercher à arrêter le traitement diurétique ou je dois le faire en continu à vie? Alors, moi, je pense qu'il faut le continuer. On recherche la dose minimale efficace, mais on n'arrête pas les diurétiques. Arrêter les diurétiques, d'abord dans les recommandations de traitement lors d'insuffisance cardiaque, que ce soit chien ou chat, donc ce qu'on appelle le stade C de la classification ACVIM, c'est valable pour les deux. C'est les recommandations, c'est la quadrithérapie. À aucun moment il est noté qu'il faut arrêter les diurétiques quand ça va mieux. Rechercher la dose minimale efficace, oui, mais les arrêter, non. Arrêter les diurétiques, c'est s'exposer à quoi? C'est s'exposer à une récidive rapide de l'œdème du poumon. À partir du moment où l'animal a décompensé, c'est une insuffisance cardiaque, alors essentiellement congestive, insuffisance cardiaque gauche, essentiellement congestive gauche, et l'animal a besoin d'une diurèse plus efficace pour drainer l'œdème et les manifestations de l'ICC. Ok, c'est bien clair. Parfait. Alors sur les questions, on en a une sur est-ce qu'on peut utiliser le thorazémide sur tous les types d'œdème? Donc on a parlé d'œdème pulmonaire, mais l'acide par exemple, également d'autres œdèmes, on va dire, plus transitoires au niveau d'œdème des membres. Alors, lors d'insuffisance cardiaque, oui, je dirais même encore plus. Acide l'acide, l'acide, c'est comme l'œdème pulmonaire, si vous voulez, mais pour l'insuffisance cardiaque droite, en gros. Lorsqu'il y a une insuffisance cardiaque congestive gauche, on va simplifier, c'est l'œdème du poumon. Et lorsqu'on a une insuffisance cardiaque congestive droite, on a de l'acide. Puis ensuite, si l'insuffisance cardiaque congestive est encore plus importante, plus évoluée, on peut aussi avoir effectivement de l'œdème des membres. Bah oui, bien sûr. C'est même nécessaire. Alors, je ne sais pas si la question se limitait à des signes d'œdème au sens large, œdème pulmonaire ou acide ou choses comme ça, d'origine cardiaque, ou si c'était d'autres origines. Il y a les deux, et il y a aussi sur les autres origines. Alors, j'ai envie de vous dire, vous pouvez faire une injection de furosémide lors de grossesse nerveuse. Ça marchera aussi. Entendez par là un diurétique de l'an, c'est un diurétique, c'est-à-dire que ça va augmenter la diurèse, donc ça va drainer tous les liquides, tous les œdèmes. Lorsque un animal a une bronchite aiguë, il y a, lors de phénomènes inflammatoires des voies respiratoires, lors de bronchite, il y a un œdème de la paroi bronchique. Si vous administrez un diurétique, l'animal, il toussera moins, parce que vous allez améliorer, drainer l'œdème local de la paroi bronchique. C'est un œdème. Lors de choc, lorsqu'il y a un choc, un coup, il y a un œdème inflammatoire suite au traumatisme. Si vous donnez des diurétiques, ça va aussi agir là-dessus. Les gens qui veulent maigrir, c'est pas bien, mais se prennent des diurétiques à haute dose parce que ça draine tellement de trucs que voilà, ça évite de grossir. Donc les diurétiques, bien sûr, sont efficaces dans plein de situations. Ce ne sont pas des médicaments exclusivement de l'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire que de par leur mode d'action, ils agissent sur plein d'autres choses, et œdème, quelle que soit l'origine. Néanmoins, je vous engage à au maximum essayer de limiter l'utilisation de ces molécules lors d'œdème ou d'acide d'origine cardiaque. Alors, il y a peut-être un cas, effectivement, ou un groupe de maladies chez lequel ça peut être intéressant d'utiliser ces molécules-là, c'est lorsque l'on a des insuffisances hépatiques, voire des cirrhoses, ou des hépatopathies chroniques qui se traduisent comme ça et qui se manifestent aussi par de l'acide. Là, cet acide, elle peut efficacement être drainée par un diurétique de l'an.
Mais c'est pas le fond du problème. Là, c'est pour améliorer les signes, mais c'est pas le fond du problème. Il faut vraiment trouver d'où vient le problème et surtout essayer de traiter différemment parce que ce ne sera pas le traitement ni de fond ni le plus efficace sur le long terme. Ok. J'ai quelques questions sur les effets secondaires. Alors, est-ce que l'effet hypokaliémie n'est pas trop conséquente avec le thorazémide? Non. Voilà. Non. Non, non. Pas plus, en tout cas, pas plus qu'avec le furosémide et essentiellement chez le chat plus que chez le chien. Hein, ce qu'on observe, on l'observait déjà avec le furosémide. Et dans ce cas, il suffit de complémenter en potassium pour restaurer ça. Attends, j'en avais une autre. Pourquoi effet... Alors, je ne comprends pas forcément. Pourquoi effet sur le rein est secondaire? Je ne suis pas sûr de comprendre. Je ne sais pas si tu vois la question exacte derrière. Attends, il faut que je reprenne le chat. Non, il est où le chat en ligne? Non, j'ai pas les questions. Sont les questions. Non, je les vois pas les questions. Tu les vois pas, toi? Bah, passe à une autre en attendant Ouais, que on va passer à la une autre. Ouais. personne Si qui se jamais connectera précise un petit peu. être plus précis sur. Donc, par rapport aux doses proposées, on a des doses. Les doses proposées sont-elles adaptées aux chats également? Les doses de Bah, les doses de thorazémide. Ah, 0,1 0,6, oui. La réponse est oui. 0,106. Mais vous savez, nous en France, en France et en Europe, hein, on est assez frileux sur le thorazémide. Quand vous regardez ce que font les Américains ou les Anglo-Saxons, vous avez parfois des doses qui vont jusqu'à 1 mg kilo de thorazémide, voire plus. Hein. Alors ça, c'est vrai que c'est des doses qui sont régulièrement revues à la baisse. Avant, c'était utilisé avant les deux études, un test et carpodium, c'était utilisé largement à ces doses-là, hein, au-delà de 0,6, même 1 mg, 1,5 mg kilo jour. Puis ça a été revu un petit peu à la baisse aussi avec ces études, mais néanmoins, dans certains cas sévères, voire très sévères, qui sont présentés essentiellement par des équipes américaines, on voit passer des doses de thorazémide qui sont de 1 mg kilo jour nécessaires pour justement le contrôle des signes constitutifs. Alors, tac. Aujourd'hui, la meilleure efficacité est donc la diminution de la dose. Y a-t-il un intérêt particulier du thorazémide sur les patients présentant une insuffisance rénale associée? Alors, attends, je suis pas sûr de bien comprendre. Redis, attends, parce que... Donc, vu la meilleure efficacité et donc la diminution de la dose, y a-t-il un Ouais. intérêt particulier du thorazémide sur les patients présentant une insuffisance rénale associée? Bah, en fait, il n'y a pas de diminution de la dose. Non, parce que comme la puissance est... Voilà, la puissance est supérieure, donc c'est des doses qui sont des doses équivalentes. C'est ce qu'on appelle un équivalent de dose. Donc il n'y a pas de diminution de la dose. Sans accoutumance, 4 mg par kilo jour de furosémide correspondent à 0,2 mg par kilo jour de thorazémide. Donc c'est pas parce qu'on est à un 0 quelque chose versus un 1, 2, 3, 4 pour le furosémide que c'est une diminution de dose. On est sur des molécules qui ont un effet diurétique qui est différent, plus puissant pour le thorazémide que le furosémide, et donc on parle sur des équivalents de doses. Donc, voilà, ou doses équivalentes, si vous voulez, pour d'une molécule à l'autre. On parlait de diminution de dose tout à l'heure, hein, et de recherche de la dose minimale Voilà. efficace. Que ce soit le furo ou le thora, il faut rechercher la dose minimale efficace. C'est pour ça que je vous disais, sur l'exemple que je vous ai donné, 8 mg kilo, si vous mettez à 0,4, on n'est pas à la dose minimale efficace de thorazémide, si on fait en dose équivalente. À 0,2, on est plus proche, parce qu'on tient compte de la baisse de biodisponibilité du furosémide. Et la question, une question sur justement ces diminutions de dose, c'est est-ce qu'on peut passer à 1 jour sur 2 pour un diurétique? Le thorazémide? De thorazémide ou de furo, parce que je pense que c'est général sur l'utilisation des diurétiques. Oui, on peut. Oui, on peut, mais encore une fois, il faut faire attention à ne pas s'exposer à une récidive de l'œdème. Un jour sur deux, vous n'aurez pas forcément un œdème aigu, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir un jour le chien qui va bien et un autre jour où il est en train de s'étouffer. Ce sera moins nuancé que ça, ce sera plus nuancé que ça, mais vous risquez d'avoir des chiens quand même qui
qui sont un peu en dents de scie quand même, mais qui sont moins confortables le jour où ils n'ont pas les diurétiques. De la même manière que vous avez ces chiens dont je vous ai parlé qui sont moins confortables le soir par rapport au matin, quand ils ont besoin effectivement d'une dose diurétique le soir aussi. Donc, pourquoi pas, mais et alors comme ce ne sera pas forcément spectaculaire, les gens vous en parleront pas forcément. Mais là, on touche un peu. Alors, on prend un risque quand même de récidive d'un œdème aigu, et on touche un peu à la qualité de vie de l'animal. L'idéal, c'est quand même qu'il soit à peu près stable tous les jours de sa vie. Quoi. Une question. Alors, comment gérer au mieux les diurétiques avec un IECA associé à l'insuffisance cardiaque? Ouais, Gérer au mieux. Je ne sais pas ce qui se cache vraiment derrière la question. Ouais. Bah en fait, on gère. Comment répondre à ça? Au mieux, c'est-à-dire pas pire. Non, je plaisante. Non, enfin, les diurétiques, c'est pas le seul traitement de l'insuffisance cardiaque. Bien sûr qu'on donne les IECA, bien sûr qu'on donne les pimomadan et bien sûr qu'on va donner la spironolactone. Donc ça, c'est la quadrithérapie classique. Alors comment gérer au mieux c'est en fonction du cas, en fonction des besoins, en fonction de l'évolution. Les IECA se donnent à dose assez fixe en fonction du poids. Et puis, oui, à partir du moment où un chien est insuffisant cardiaque, on va réfléchir à cette quadrithérapie IECA, diurétique de l'anse, Furo ou Tora, pimomadan et spironolactone. Après, oui, il faut les associer, oui, bien entendu. Là, on parle que des diurétiques, mais de manière évidente, on associe. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres diurétiques utilisables? Question aldactazine. Oui, on peut, mais enfin, maintenant, on l'utilise plus. On l'utilise plus dans la mesure où on a effectivement ces deux molécules et qu'on on découvre et on utilise des schémas d'utilisation, même des schémas de voilà. On met en œuvre les traitements de manière beaucoup plus variée, ayant le choix de 2 diurétiques de lance. Donc, l'aldactazine, il n'y a pas de spécialité vétérinaire. C'est-à-dire que normalement, on doit commencer par utiliser une spécialité vétérinaire dans le traitement d'un animal. Est-ce que toi, tu as des infos sur un thorazémite injectable à venir? Non, j'ai pas d'infos. Peut-être t'en as, toi? Moi, j'en ai pas non plus. Non. Ce serait pertinent. Ouais, ce serait pertinent. Est-ce que tu as des données sur l'utilisation du thorazémite chez le cheval? Aucune. Moi non plus. Puis alors après, il faut lui faire avaler les comprimés aussi. Sur les deux choses, je n'ai pas d'infos. Ouais, non, j'ai pas de. Aucune donnée. En plus, oui, la formulation n'est pas très adaptée. Ah non. Comment gérer les diurétiques avec une insuffisance rénale? Alors, le sujet du Torah, c'est comme celui du Furo. C'est sûr que lorsqu'il y a une insuffisance rénale, alors attention, on parle d'insuffisance rénale seule. C'est-à-dire que le chien a une maladie rénale, mais il n'est pas insuffisant cardiaque ni même de cardiopathie, ou est-ce qu'on parle? Non, il a une cardiopathie, il est insuffisant rénal. D'accord. Ce qui veut dire qu'on se retrouve dans la situation de ce qu'on appelle un syndrome cardio-rénal. Il n'y a pas de bonne solution. Le syndrome cardio-rénal, c'est un syndrome qui consiste à dire que lorsque le cœur est malade ou lorsque l'on traite le cœur, on abîme les reins qui eux-mêmes sont malades, ou lorsque les reins sont malades ou qu'on traite les reins, on risque d'abîmer le cœur lorsque lui-même est malade. Donc, insuffisance cardiaque et insuffisance rénale chronique, entendons-nous bien, insuffisance rénale chronique, ça pose problème. Le syndrome cardio-rénal pose problème parce qu'en effet, lorsqu'on va utiliser des diurétiques, on risque d'aggraver l'insuffisance rénale, des diurétiques de lance. Et à l'inverse, lorsqu'on va vouloir traiter l'insuffisance rénale, une crise urémique sur une insuffisance rénale chronique va nécessiter des perfusions, on risque de réveiller ou de déclencher un œdème du poumon. Et bien dans ces situations-là, il n'y a pas de bonne situation. C'est en permanence une recherche de compromis entre le traitement de l'un ou de l'autre. Ou alors de considérer qu'on va sacrifier l'un pour l'autre ou vice-versa. Et ça dépend un peu de la situation. Un animal insuffisant rénal chronique,
et insuffisant cardiaque, quand il arrive à 3 heures du matin et qu'il est en train de mourir d'un œdème aigu du poumon, on n'a pas le choix que d'essayer de drainer son œdème aigu. On verra ensuite l'insuffisance rénale chronique. Dans ce cas-là, si on veut lui laisser une chance, il faut absolument s'occuper d'abord de l'œdème. Et ensuite, on voit ce que ça donne sur les reins. Mais ce qui est sûr, c'est que ce syndrome cardio-rénal, c'est une très très mauvaise condition. Très mauvaise condition. Et on est en permanence en train de faire de jouer au yo-yo, parfois par tranche de 10-15 jours, entre je m'occupe des reins, je m'occupe du cœur, je m'occupe des reins, je m'occupe du cœur. Les propriétaires se lassent assez vite, malheureusement, de ce genre de situation. Je vous avouerai que même pour le vétérinaire qui traite ça, c'est difficile. C'est difficile à s'occuper des deux en même temps. Et après cette question-là, par la même personne, c'est est-ce que c'est préférable d'utiliser plutôt le thorazémide ou le furosémide sur cette situation? Ça revient aux premières diapos. Il y a une petite différence de stade iris en utilisant le thorazémide par rapport au furosémide, mais il y a rien qui va nous. En fait, derrière, c'est de se dire que la situation serait plus favorable, je parle au conditionnel, si on utilise furosémide plutôt que le thorazémide dans l'insuffisance rénale chronique. Je pense que les deux situations, les deux molécules vont donner la même situation. Parce qu'on a vu sur l'innocuité que même avec cette toute petite différence, néanmoins, on avait des animaux qui restaient sur des stades précoces, des stades iris précoces, 1 et 2. C'est compliqué d'avoir à considérer les deux. On a un cas de temps en temps, effectivement, où il y a ça, mais c'est compliqué d'avoir à considérer les deux. Attention, on parle bien d'insuffisance rénale chronique. Sur une autre question, là, il nous en reste deux questions. Donc, pour l'utilisation du furosémide en CRI, donc, oui. Ta poche de perfusion, quel débit tu utilises pour le Ringer? Un débit d'entretien malgré l'œdème? Alors, si on est en CRI de furo, bien sûr qu'il faut le diluer dans une seringue de quelque chose, une seringue de 20, une seringue de 50, peu importe. Mais on n'est pas sur de la perfusion d'entretien, ni même de la perfusion continue de soutien ou de réhydratation. C'est-à-dire qu'il faut bien diluer effectivement le furo, mais les débits, je les ai indiqués, c'est 1 mg kilo/heure sur 4 heures ou 0,66 mg kilo/heure sur 6 heures. Et vous mettez cette dose-là dans une seringue de 20 et il faut bien passer avec un peu de liquide. Par contre, si la question est de dire est-ce que l'on perfuse en plus de cette CRI un animal qui a un œdème du poumon, non, on ne perfuse pas, on attend que l'œdème soit résorbé et ensuite on s'occupe de perfusion, soit d'entretien, soit de réhydratation. Ok. Et dernière question, comment tu choisis la dose, alors j'imagine de furosémide injectable, pour un animal qui arrive en œdème aigu du poumon alors qu'il est sous isémide, donc sous thorazémide? Alors tout va dépendre de la dose de thorazémide qu'il reçoit. Si c'est qu'il reçoit 0,1 parce que c'était juste une insuffisance cardiaque congestive débutante, un début de stade C, là on va se mettre à pour une dose intraveineuse, on peut entre 2 et 4 mg kilo. Et puis par contre, s'il y a des doses très élevées de thorazémide et qui refait un œdème du poumon, donc ça signifie quand même qu'il a une insuffisance cardiaque qui est beaucoup plus évoluée, eh bien, on va se mettre à des doses de furosémide aussi beaucoup plus importantes. La CRI, c'est jusqu'à ce que moi, c'est ainsi que je pratique, c'est jusqu'à ce que l'œdème soit sous contrôle. C'est-à-dire qu'il va y avoir des animaux qui vont avoir que 4 heures ou 6 heures de CRI, ça va être suffisant, et il y en a, ils vont avoir 12-24 heures de CRI jusqu'à ce que l'œdème soit sous contrôle. Donc, forcément, la dose, après, elle se cumule sur la journée. Parfait. Eh bien, écoute, on a répondu à toutes les questions. Merci, super. C'est moi qui vais te remercier parce que vraiment, c'était top, passionnant. Enfin, on voit que tu es passionné et puis vraiment, tu as apporté un aspect très pratique à toutes les questions. Bon, c'est gentil. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Une bonne journée.
Et je pense que ça permet de mettre les choses en situation. Après, c'est vrai que pour être à l'aise aussi avec les diurétiques, je pense que tout le monde l'est avec le furosémide, mais pour l'être avec le thorazémide, il faut aussi l'utiliser. Oui. C'est que par son utilisation qu'on va voir comment ça fonctionne et comment les animaux réagissent. Donc voilà, après, il faut passer à la pratique. Et puis voilà, c'est tout ce qu'on avait à Ouais, dire. Je pense. En bah, tout cas, si voilà, jamais il y a d'autres questions, n'hésitez pas hein, bien sûr. à nous les renvoyer. Je te les ferai suivre, Eric. Ouais, tu me les feras suivre et puis j'y répondrai avec grand plaisir. Ouais. Et on parlait de suivi de la fréquence respiratoire. On a une application qui existe qui s'appelle Suivi Chien. Donc, si vous voulez la télécharger et la faire télécharger à vos propriétaires de chiens cardiaques, n'hésitez pas. Elle est gratuite sur tous les téléphones. Vous tapez Suivi, SUIVIE, et vous allez la trouver facilement. Donc, en tout Attends, cas, bouge pas. un grand merci, Eric. Pour C'était ceux qui vraiment. sont encore là, c'est Tu celle-ci. l'as. Ouais. Voilà. Je Elle est ressens. orange. Elle est orange avec un petit chien dessus. Et ça permet de façon très simple pour aux propriétaires de mesurer et de suivre, parce que ça donne un graphique après hein, sur les différentes mesures. Donc, ils peuvent également vous montrer après le graphique obtenu. Bon, et ben, je vous souhaite en tout cas une bonne journée. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci Eric. Et puis, Merci bonne journée à Mickaël. vous. Merci à tout le Au monde. À revoir. très bientôt. Au revoir.